Amis du livre, amoureux de la lecture, apprivoisés, merci de nous faire confiance. Le livre du jour aujourd'hui, sur le banc de la misère au Congo, le titre d'un essai qui a été publié il y a quelques mois, justement aux éditions L'Harmattan en France, à Paris. Son auteur, c'est une Congolaise, une jeune écrivain. Je ne sais pas si on dit déjà écrivaine. Bon, vous allez me comprendre. Je reste traditionnel avant la réforme de l'orthographe. Elle est avec nous ici. Elle va nous parler de son propre récit. C'est dans la collection Littératures africaines et surtout l'autobiographie. Je vous la présente. Bibiche Lutonadio est avec nous. Bienvenue, madame. Merci. Vous êtes justement ressortissant de l'IEC congolaise, vous vivez en Belgique, vous avez fait la comptabilité au pays avant de vous installer en Europe, en Belgique précisément, vous avez fait une formation en administration belge, et puis l'écriture, c'est votre passion, et vous avez mis à la disposition des lecteurs un essai qui est un roman que l'Harmattan a bien accepté de publier en 2012. Je le disais tantôt ici il y a quelques mois, mais il y a déjà plus d'une année, donc pratiquement 3 ans. 125 pages, reparties en 7 chapitres, et voilà, et c'est en 3 parties que vous subdivisez votre œuvre. D'abord, d'emblée, vous êtes né en 1980 ici en République démocratique du Congo. Vos 2 parents sont tous congolais. Et puis, Lutonadio, élevé par votre propre mère dans la banlieue de Kinshasa, où malgré les difficultés énormes, vous avez réussi justement à vous battre pour suivre une scolarité normale. Exactement. Voilà tout ce que nous pouvons dire autour de vous, marié, mère de 3 enfants, justement marié, vous avez donc une famille que vous dirigez. Vous êtes un cadre d'un parti politique, là c'est l'autre face de vous-même, c'est OPT, Parti travailliste de l'opposition, où vous êtes en train d'affûter vos armes pour justement ce grand retour au pays, 10 ans après, pour vous battre dans la vie politique de votre pays. Voilà. Madame, pourquoi ce titre sur le banc de la misère au Congo? Oui, ce titre sur le banc de la misère au Congo, ça a commencé quand j'étais enceinte de ma fille. J'ai vu la vie que ma fille allait avoir quand elle va être née, et je l'ai comparé avec l'enfance que moi j'avais. J'ai trouvé qu'il y avait un grand décalage. Ma fille, déjà dans les ventres, elle avait déjà un lit, une chambre, des jouets, et tout était déjà là. Et alors, je me suis maintenant dit, hélas, j'étais vraiment assise sur un banc de la misère. Voilà. Sur le banc de la misère au Congo. Dans cet ouvrage, vous abordez les problèmes de la pauvreté au Congo. Vous insistez sur le sort des enfants victimes de cette pauvreté et touchés de plein fouet. Pour quelles raisons vous l'avez bien voulu aborder? Et pourtant, il y a beaucoup de sujets qui intéressent les écrivains. Si je voulais aborder l'histoire de cette fille, c'était une fille très battante, déterminée à aller à l'école par ses propres moyens et en même temps aider sa maman qui était si pauvre de trouver à manger et nourrir ses frères. Donc je trouvais que la fille était très extraordinaire, elle méritait d'être écrite. Et voilà, l'histoire est sous nos yeux. Après, justement, c'est ça même le récit, après le divorce brutal de ses parents, l'héroïne, qui est le personnage principal de votre récit, plonge, sa famille plonge dans la pauvreté et son enfance se transforme peu à peu en un cauchemar. Et c'était suite au divorce brutal des parents ou c'est suite aux conditions des misères des parents? Je dirais, pour commencer, c'était suite... oui, le divorce, peu importe là où la personne se retrouve. Oui. Si
il se retrouve dans un endroit où il sait travailler, qu'il divorce ou pas, il peut toujours vivre. Donc je dirais, ces cauchemars c'était dû à l'endroit où il s'est retrouvé. La maman ne pouvait pas aller travailler et la fille se sentait maintenant responsable de tout le monde dans la maison où ils habitaient. Et elle est obligée de se battre très tôt, alors que les enfants de son âge étaient pris en charge. Exact. Voilà. Sa mère, la mère du personnage principal, comment s'appelle encore votre personnage principal? Donc l'héroïne de votre ouvrage. Exactement. Voilà, comment elle s'appelle encore? Millet. Voilà. Millet, sa mère ayant perdu toute ressource financière et se trouvant presque dans la rue avec ses enfants, eh bien, c'est le début du calvaire. À l'âge de 9 ans, sa fille aînée, pour alléger le fardeau de sa mère, décide justement de réagir en faisant des petits travaux d'ici, de là. Les travaux ménagères, travaux de vente de l'eau pure, comme on dit. Oui, je dirais que ce n'était pas les travaux ménagères, c'était aller vendre de l'eau, aller au marché Gambela, devenir chaillère, prendre les tombolas et passer ça dans la rue. C'était un peu de tout, je vais dire. Une fille à cet âge, 9 ans, décide de sortir sa mère d'une situation catastrophique. À 9 ans, prendre conscience à 9 ans, ça paraît un peu extraordinaire. Votre héroïne paraît un érudit. Bon, je dirais que c'est dit aussi, la fille avait la rage de réussir. Elle avait envie de dire non à la pauvreté. Elle avait envie de changer quelque chose. Alors chaque soir, avant de dormir, ce qui lui poussait à aller le lendemain encore dans la rue, faire des travaux ou aller toquer à la porte et demander s'il y a du boulot, c'était le fait de voir que sa maman, quand le soir arrivait, commençait déjà à se poser des questions. Qu'est-ce qu'ils vont manger demain? Et quand la fille écoutait sa maman se poser des questions, c'est ce qui encore l'a motivée. C'est ce qui donnait encore, c'est pas la colère, mais c'est une sorte d'une détermination de dire, je vais aider ma maman, je vais me battre. Une révolte dans le bon sens. Dans le bon sens, exact. Alors, pourquoi j'ai posé cette question? Le personnage principal de votre récit, à 9 ans, prend conscience, décide de changer la situation et de venir en aide à sa mère, sans un modèle dans le quartier, dans l'environnement. Finalement, on peut dire que ici, Jeanne d'Arc l'a fait à 12 ans pour sauver sa patrie, mais elle, à 9 ans, décide de changer la situation. Quel est le modèle qui l'a plus inspiré dans l'environnement le plus immédiat, dans le quartier? Dans le quartier, déjà, on n'avait pas vraiment de quartier fixe parce que là où on logeait, on ne pouvait pas payer, on devait toujours déménager. À un moment donné, c'est dans la maison familiale, après on quitte, on va là-bas, c'était un peu... pas de stabilité. Mais le modèle, cela était venu comment? Une fois on est allé... Voilà, nomade, exact. Une fois on est allé loger quelque part, ici, dans la commune de Kinshasa. Vous parlez justement de ce personnage principal. Exactement. Voilà, mes excuses. Voilà. Alors... La dame qui vivait à côté, c'était une femme très intelligente, très brillante, qui travaillait, qui gagnait bien sa vie. Et la petite fille était inspirée par la dame. Exact. Ah, voilà, au moins, dans le quartier ou dans l'environnement le plus immédiat, une dame inspire votre personnage principal. Et le courage, la ténacité, cette révolte dans le bon sens, au lieu de pleurnicher, au lieu de s'apitoyer sur sa propre situation misérable, au lieu de pleurer avec sa mère, elle dit elle va changer la situation de sa famille. Finalement, elle suit la scolarité normale. Jusqu'où? Elle a fait les écoles secondaires et par après, elle a trouvé le travail et là, elle a décidé de faire ISC le soir pour travailler la journée. Un profond dégoût de la vie l'habite, mais elle décide malgré tout d'affronter la misère, cette maladie qui semble vous coller à la peau. Nous lisons dans votre ouvrage. Et ça, c'est quand même extraordinaire. À un moment donné, le découragement vient en elle. Est-ce qu'elle a envie
délaissé? Oui, les découragements viennent, c'est normal, c'est un être humain, la petite fille, c'est un être humain. Alors, malgré la force qu'elle avait, les challenges qu'elle avait de gagner, de réussir, quelque part d'autre, elle arrivait toujours à se poser des questions. Pourquoi c'est toujours moi qui dois aller chercher à manger? Pourquoi c'est toujours ma mère qui doit être pauvre? Pourquoi c'est toujours nous? Pourquoi c'est toujours nous? Et ça a commencé à devenir un peu dur de voir ses frères et sœurs dans ce genre de vie. Déjà, il y avait qu'elle qui devrait aller à l'école, pas les autres. Très bien. Donc, après cette première partie, l'enfance du personnage principal vit en famille congolaise avec cette misère, ce phénomène sorcellerie auquel elle est aussi confrontée, parce qu'on croit que par moment, les conditions difficiles sont les conséquences de la sorcellerie. Et vous en parlez dans votre livre. Exactement, j'ai un peu touché sur la sorcellerie. Quand on est retourné chez notre grand-père, là où on vivait, c'était une famille de Bandundu. Alors il y avait la culture faisait qu'on pouvait comprendre ce qui était la sorcellerie, devenir guérisseur et tout et tout. Et c'est à ce moment-là que j'ai appris beaucoup de choses. Vous parlez de votre personnage principal, Millet. Après les études secondaires, elle a le diplôme. Millet va chercher du travail, il commence à travailler. Sa mère se retrouve maintenant, elle allège un peu cette misère. Et du coup, elle décide de poursuivre les études post-secondaires, donc entrer dans un institut supérieur de commerce, c'est juste à côté de nous. Exact. Et vous nous en parlez dans le livre. Exact. Cette idée lui vient encore d'où? Elle travaille, au lieu de continuer à travailler, elle décide d'aller encore étudier. Je pense que cette idée est venue quand elle a regardé tout autour de lui. Elle a compris que pour aller plus loin, pour trouver un bon boulot, il fallait avoir aussi un niveau. Alors pour avoir un niveau, il fallait avoir un diplôme un peu plus que ce qu'elle avait. C'est à cause de ça. Et voilà, après l'ISC, c'est le mariage qui arrive. Et c'est le boulot qui paye bien. Et la maman est sortie de la misère. Bon, je dirais que le voyage, ce n'est pas le boulot qui paye bien. Si j'aurais bien non, compris, le mariage vient et le boulot paye quand même un peu bien. La maman commence à se retrouver. Le premier objectif est atteint par Millet. Exactement. Oui. Exactement. Vous parlez de vous-même dans ce livre. Exact. Et c'est votre vie. Parlez-nous-en. Cette fille qui a souffert après le divorce brutal de ses parents, c'est vous-même. C'est moi. Lutu Nadio. Et cette fille qui prend la décision à 9 ans de travailler pour aider sa mère, c'est vous-même. Et c'est la grande surprise qu'on a réservée au lecteur à la fin, justement, de ce magazine. Nous vous donnons la parole pour nous en parler, mais ne pleurez pas, ne versez pas des larmes. D'une sorte de résumé ou juste... Oui. Oui, vous parlez de vous-même maintenant. De la vie actuelle. Oui, de Bibiche Lutu Nadio. Voilà. Oui. Bibiche Lutu Nadio est devenue la mère de 3 enfants qui vit en Belgique et elle travaille là-bas et elle est revenue au pays parce qu'elle trouve que les pays, il y a quelque chose de nouveau. Elle a envie un peu de mettre un peu la main à la pâte, faire un peu quelque chose dans son pays. Et Bibiche n'a pas oublié sa misère à 9 ans, ses travaux forcés à 9 ans pour aider sa mère. Et sa mère, elle est morte, elle est vivante, où se trouve-t-elle? Ma mère, elle est vivante. Et cette maman, est-ce que réellement elle est sortie du cauchemar? Je dirais que j'ai fait ce que je pouvais. Aujourd'hui, c'est une femme qui travaille, qui a maintenant un travail, gloire à Dieu, je vais dire, excusez-moi. Donc, c'est une femme qui, par après, la souffrance qui était dans le cœur de sa fille, elle a aussi fini par comprendre qu'elle devrait aussi faire quelque chose. Elle n'est pas restée à la maison, attendre 1000 et amener à manger, mais elle a fini par aussi aller trouver un travail, un bon travail qu'elle a aujourd'hui. Pendant ce parcours des misères de combattants, Bibiche a-t-elle été parfois mal conseillée par l'entourage et les autres, qu'il fallait faire travailler d'autres moyens pour terminer la mission?